Si on casse vraiment le climat, les conséquences sont vraiment catastrophiques d'ici quelques dizaines d'années. J'ai vécu dans mes tripes de faire du lobbying sur le climat et de voir à quel point c'est difficile et à quel point on a du mal à faire bouger les choses. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Cédric Ringenbach est l'invité de cet épisode 5, qui traite de la question du changement climatique, un des plus grands défis du XXIe siècle. Cédric a durant 6 ans été le président du Shift Project, un groupe de travail qui a pour vocation d'éclairer le monde des décideurs économiques et le monde politique sur les questions d'énergie, de climat et de transition vers un monde post-carbone. Nous parlons des différents scénarios climatiques pour les décennies à venir, des causes du réchauffement et ce que l'on fait aujourd'hui pour limiter la casse, de la COP21, du lien entre énergie et croissance et des convictions de Cédric sur ces sujets et sur notre avenir. Bonjour Cédric. Bonjour Julien. Bienvenue dans Sismic. Je suis avec toi pour échanger sur pas mal de choses, et notamment sur ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça m'intéresse d'abord de parler à l'expert de la question climatique que tu es devenu. Qui rappelle le but de ce podcast, est d'essayer de poser les bonnes questions pour comprendre un peu mieux ce qui nous attend demain. Et on commence à le comprendre notamment depuis la grosse couverture médiatique de la COP21. Le climat est un enjeu essentiel, si ce n'est peut-être l'enjeu le plus essentiel, enfin en tout cas le plus médiatisé et qui touche à plein de sujets. Justement, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton parcours et comment tu es venu à t'intéresser à cette question climatique, parce que je crois que t'étais pas là-dedans au départ, donc. Oui, tout à fait. Je viens d'un monde complètement différent. J'ai bossé une grande partie de ma vie professionnelle dans la gestion de projets en informatique. Donc voilà, aucun rapport avec ce sujet. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à regarder des sites, des conférences sur les questions d'environnement, auxquelles j'étais pas sensible plus que ça à l'époque. Et puis quand j'ai découvert la question du changement climatique, là je me suis vraiment pris un grand coup dans la figure en regardant les conférences de Jean Covici notamment, qui est assez percutant et puis qui a un discours qui parle bien, je pense, aux ingénieurs, parce qu'il est direct, il est cash, il donne des chiffres, et voilà. Donc je suis tombé sur ces conférences qui m'ont beaucoup impressionné. Du coup j'ai creusé la question, je me suis formé. Et puis un jour, j'ai décidé d'en faire mon métier, donc j'ai arrêté de bosser à ce moment-là et je me suis formé en lisant le 4e rapport du GIEC, tous les résumés techniques du 4e rapport du GIEC. Voilà, donc j'ai commencé par me former et puis ensuite je me suis dit que j'allais faire du conseil, peut-être du bilan carbone, et puis j'ai eu la chance de rejoindre The Shift Project qui était justement créé par Jean Covici, une association en fait dans laquelle on fait du lobbying d'intérêt général sur les questions de climat. Donc un job vraiment génial parce que ça consistait à s'intéresser à des sujets intéressants, à faire bosser des groupes de travail sur les questions de climat, sur les questions de carbone, comment décarboner l'économie. Et puis après ça touche à tout parce que on va dans le cœur de l'économie, des changements sociétaux, des changements d'habitudes et de business model. Et on voit que c'est un sujet qui imprègne l'intégralité de l'économie, de la société, du système politique. Et ça va très très loin. D'accord. Et quel était ton travail du coup au sein de... Moi j'étais le directeur et donc je coordonnais toute une équipe qui bossait là-dessus, avec une forte incitation à me plonger régulièrement sur le fond des dossiers quand j'en avais l'occasion, parce qu'évidemment ça m'intéresse. Alors question un peu pour ouvrir très large, pourquoi c'est un sujet important en fait? Pourquoi tu t'es dit ok, il faut vraiment que j'aille bosser là-dedans? Parce que c'est un sujet qui, de par l'ampleur en fait des conséquences, si on casse vraiment le climat, les conséquences sont vraiment catastrophiques d'ici quelques dizaines d'années. Donc il y a les conséquences et puis l'ampleur de ce qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre ça. C'est quelque chose d'assez énorme. Et c'est un sujet technique, donc c'est un sujet qui est bien pour les ingénieurs. Donc voilà, je suis plus à l'aise là-dedans que dans les questions de biodiversité par exemple. On en est à quel rapport du coup du GIEC, du 4e, 5e? Alors, c'est ça? Le 5e rapport est sorti juste avant la COP21. Alors tu peux rappeler peut-être ce qu'est le GIEC? Le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc c'est des milliers de scientifiques à travers le monde qui travaillent sur les questions de climat ou qui sont capables de comprendre ce que leurs collègues ont fait sur le sujet. Et ils vont faire un audit de la littérature scientifique sur tout ce qui peut se rapporter au climat, mais c'est très très large. Ça peut être de la physique, de la biologie, de la sociologie, de l'économie. Pratiquement tous les domaines scientifiques sont concernés. Ça existe depuis combien de temps?
Et ça existe depuis 88, le premier rapport datant de 90. Et on en est au 5e, qui dit à peu près toujours la même chose que le premier, simplement, à chaque fois, on est de plus en plus sûr de ce qu'on avance. Et on est aussi de plus en plus catastrophiste sur le diagnostic, malheureusement. Quelles sont ces prédictions, les dernières prédictions? Alors, le message principal du GIEC, qui est quasiment inchangé depuis le début, c'est que il y a un réchauffement qui occasionne un dérèglement du climat. C'est bien l'homme qui en est responsable et si on continue comme ça va déstabiliser le climat d'une façon qui met en danger au moins notre confort, si ce n'est tout simplement la possibilité même de survie de l'espèce humaine à long terme, si vraiment on va très loin. Et voilà en gros en 3 points le message du GIEC. Est-ce qu'ils ont projeté des scénarios justement qui nous permettent de dire à court terme ce qui se passe? Alors, il y a en effet plusieurs familles de scénarios depuis le début. Les dernières s'appellent les RCP, il y en a 4, et avec un RCP plutôt bas, le 2,5, qui consiste à être compatible avec les 2 degrés. RCP, c'est Representative Concentration Pathways. Donc, c'est des scénarios de forçage radiatif. 2,4, pardon, pas 2,5, 2,4 watts par mètre carré, c'est donc le forçage à la fin du scénario en 2100. C'est un scénario qui est compatible avec l'objectif de 2 degrés, qui est un objectif politique depuis Copenhague, et encore plus depuis la COP 21. Et à partir du moment où les politiques ont donné un chiffre d'un scénario, d'une température qu'ils veulent ne pas dépasser, du coup les scientifiques ont adapté un scénario compatible avec celui-là. Donc ça c'est une famille de scénarios en tout cas qui sont compatibles de degrés, et puis il y en a 4 comme ça, et le dernier 8,5, c'est un scénario qui nous amène à 5 degrés d'augmentation à la fin du siècle et qui est vraiment catastrophique. Quand tu dis c'est le politique qui fixe un objectif et après on essaie d'adapter le scénario, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors déjà, pourquoi les scientifiques se sont calés sur un objectif politique? Parce que leur travail sert à éclairer les politiques. Donc le GIEC a été créé à l'initiative de l'ONU, qui a demandé aux scientifiques du monde entier, messieurs, nous avons besoin de vos lumières pour comprendre ce que c'est que le changement climatique. Merci de nous éclairer. Et du coup, les scientifiques se sont organisés. Ils ont pondu un rapport le premier en 90, il faisait 1000 pages. Et le dernier, il fait 5000 pages. Et donc, ils ont demandé à avoir des informations qui soient pas des recommandations, mais qui soient utiles à la réflexion, utiles à la décision. Pour donner un exemple, pour éclairer le sujet, les scientifiques, par exemple, n'ont jamais dit il faut pas dépasser 2 degrés. Ils ont dit à partir de 2 degrés, il se passe des choses graves. Voilà. Et c'est les politiques qui ont décidé de pas dépasser 2 degrés, notamment à Copenhague dans le petit accord non onusien, mais en mode G20, qui a été fait en une nuit, qui était drafté par quelques chefs d'État. Donc là, on a parlé de 2 degrés, et puis par la suite, ça a été entériné l'année suivante. Bref, à partir de là, le GIEC prend en compte cet objectif des politiques, et dans le but de fournir une information utile à la décision, eh bien, il fabrique une famille de scénarios compatibles de degrés. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Pour répondre à ta question, derrière, il y a comment est-ce qu'on fait pour ne pas dépasser les 2 degrés, et à 2 degrés, quelles sont les conséquences. Donc sur chacun des scénarios, on regarde en amont et en aval du chiffre 2 degrés, comment on fait pour arriver à cette température, quel est le scénario économique de comportement de l'humanité qui nous amène à un tel forçage radiatif et du coup à une certaine température. Et puis en aval, quelles sont les conséquences de ce scénario sur la météo, sur donc le climat justement, sur les écosystèmes, la faune, les infrastructures, la montée des eaux, etc. Je voudrais rester un petit peu plus sur la méthodologie pour bien comprendre justement d'où viennent ces différents chiffres et ces prédictions. Selon toi, cette méthodologie qui est utilisée, donc par le GIEC, qui est un organisme un peu officiel, c'est ça, au niveau mondial, elle a des biais, elle fonctionne correctement, on peut s'y fier? Ah oui, elle fonctionne très bien parce qu'elle fonctionne selon les principes du monde scientifique en général. Alors surtout pour le premier rapport, il y a trois groupes de travail en fait dans le rapport. Donc le premier groupe de travail est sur l'analyse, les bases scientifiques, la compréhension du climat. Le deuxième est sur les questions d'adaptation, de vulnérabilité. Donc là, on commence déjà à rentrer dans des sciences un peu plus qu'on appelle des sciences molles, qui sont en fait des sciences plus compliquées, des sciences de l'humain, de l'organisation. On réfléchit sur des choses complexes.
Et puis le troisième volet, c'est un volet sur comment est-ce qu'on peut anticiper, comment est-ce qu'on peut atténuer notre impact sur le climat. Et donc là, c'est beaucoup des profils économistes qui travaillent là-dessus. Alors pour le premier groupe de travail, les méthodes sont vraiment les mêmes que dans le monde scientifique, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui a été publié dans des revues à comité de lecture. Il y a un très grand nombre de scientifiques qui sont là pour donner un avis. Faut rappeler un point en science, les premiers sceptiques sont les scientifiques eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne considère jamais une théorie 100% valable, c'est-à-dire que d'ailleurs dans le rapport, il y a pour chaque fois qu'on énonce quelque chose qu'on a compris, on dit à quel point on en est sûr. Et on dit que on est sûr à 90%, 95%, 99% éventuellement, mais jamais 100% parce que 100% en science, ça n'existe pas. Voilà, le principe, c'est que aucune théorie scientifique n'est jamais prouvée. Simplement, il y a des théories scientifiques qui sont beaucoup plus valables que les autres. Et aujourd'hui, ce serait pas très utile, par exemple, de remettre en cause que la Terre est plate, que la Terre est ronde plutôt, qu'elle tourne autour du Soleil, etc., ou remettre en cause le premier principe de thermodynamique. On peut toujours, parce que le premier principe de thermodynamique, il est pas vraiment prouvé, il est juste observé à maintes égards tous les jours, et personne ne parierait contre ce principe. Bon, voilà. Donc il y a des choses, il y a jamais rien qui est 100% prouvé au sens mathématique, mais il y a des choses pour lesquelles on a un faisceau d'indices vraiment de plus en plus significatif, et ça devient complètement illusoire de parier contre ces... Par exemple, le fait que le réchauffement climatique soit dû à l'homme, on est passé d'une probabilité de 90% à 95%, puis alors aujourd'hui... même, oui, on a même passé une probabilité de 66% au début, les premiers rapports. Les premiers rapports, c'était, il y a une suspicion, une grosse suspicion, et puis, je sais en tout cas qu'au troisième rapport, on avait une probabilité qui était, on utilisait le terme likely, donc ça veut dire plus de 66%, c'est très précis, de probabilité que l'homme soit responsable du changement climatique. Et puis le quatrième rapport, c'était very likely, donc ça veut dire 90%. Le cinquième rapport, c'est extremely likely. Donc là, on est sur 95% de probabilité que l'homme est bien responsable du changement climatique. Non, là-dessus, il y a vraiment plus aucun doute. Et quand on dit 95%, c'est une borne inférieure, en fait. C'est-à-dire, concrètement, personne n'en doute. Quelle est la science, en fait, autour de ça? C'est-à-dire, comment fonctionne concrètement le réchauffement climatique? Pourquoi ça s'accélère? J'ai en tête que, en fait, ce qu'on a émis collectivement sur les 20 ou 30 dernières années équivaut à tout ce qu'on a émis avant. On est sur ces critères-là, sur ces ratios-là. En effet, il y a une notion d'exponentielle dans les émissions de CO2. Et c'est essentiellement le CO2, du coup, qu'on émet. Oui, il y a plusieurs gaz à effet de serre. Le CO2, il représente les 3/4 du problème. Et puis après, il y a le quart restant, c'est le méthane, protoxyde d'azote et quelques autres petits gaz à effet de serre. Et pour illustrer cette exponentielle dont tu parles, en effet, tout ce qui a été émis depuis à peu près 1975, ça représente tout ce qui a été émis avant 75. Voilà, donc toute l'histoire de l'humanité jusqu'à 75 a émis autant de CO2 que nous depuis une quarantaine d'années. Donc c'est quelque chose de vraiment exponentiel, quoi, de vraiment incroyable. Est-ce que ces scénarios prennent en compte les effets de point de rupture, ou alors est-ce que c'est pas possible tout simplement de les prendre en compte? C'est-à-dire que ce sont des points de rupture, enfin tipping point en anglais, c'est ces points à partir desquels finalement on n'arrive plus à faire de prévisions. Donc pour le coup c'est compliqué de les prévoir. Ouais. Mais j'ai en tête par exemple qu'est-ce qui se passe si le permafrost commence à libérer du méthane ou de des gaz, ou l'acidification des océans, etc. Alors non, tout ce qu'on appelle les tipping points ne peuvent pas être intégrés dans les modèles, donc on les met de côté. Ce qu'on essaie juste de dire, c'est à partir de quelle température, quel forçage radiatif, ils ont des chances d'apparaître. Donc c'est en général au-dessus de 2 degrés que la probabilité commence à devenir significative. Ce sera peut-être de 2,5, 3,5, peut-être 4 si tout va bien, mais en tout cas ça se déclenchera au-delà d'un certain seuil. Et après, non, parce que c'est une vraie réaction en chaîne très compliquée à modéliser. C'est des quantités monstrueuses de méthane si par exemple le permafrost se met à fondre. On en voit venir. T'en as en tête déjà qui sont en train finalement desquels on s'approche. Des seuils comme ça? Ouais. Mais non, on peut pas trop savoir. On voit du permafrost qui fond, on voit des poches de méthane se libérer dans l'air, dans la toundra, et puis ça fait des grands trous dans le sol. C'est assez impressionnant.
Donc voilà, ça fond, et il y a du méthane qui se libère, mais c'est très difficile de faire une évaluation globale, c'est très diffus, on a du mal à le mesurer, et puis c'est que le début du phénomène, donc on est loin d'une fonte généralisée pour l'instant. On a malheureusement beaucoup d'incertitudes sur ces éléments-là, sur le seuil auquel ça se déclenchera. Même sur l'évaluation des quantités de méthane dans le sol, on sait juste que c'est des quantités monstrueuses, c'est très grande quantité. Et le méthane est 25 fois plus puissant que le CO2 sur un siècle, donc si on parle de réchauffement très rapide, il faut même prendre en compte qu'il est plus de 100 fois plus puissant que le CO2 à l'instant T. Après, il a une durée de vie plus courte, mais si on a un déclenchement qui fait exploser la température, pas besoin de regarder sur un siècle. Ce qui est important, c'est plutôt sur 10 ans. Donc on a ces éléments-là qui sont des choses, on voudrait pas trop savoir comment ça se passe. En fait, il faudrait mieux que ça n'ait pas lieu du tout. Et dans le doute, n'essayons pas, quoi. Voilà, ne faisons pas une expérience en grandeur nature. On reste en dessous des 2 degrés si on y arrive. On dépasse pas trop si on n'y arrive pas. Et voilà. T'as pas mal échangé sur ces sujets-là, notamment au travers de conférences ou plus ou moins grande échelle. Donc, j'imagine que tu as beaucoup discuté de tout ça. Quel est le sujet qui est le ou les sujets qui sont généralement assez incompris en fait dans la manière dont on parle du climat. Pendant longtemps, par exemple, ça a pu être le sujet notamment aux États-Unis qui était discuté, c'est est-ce que l'homme est responsable ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui sont encore énormément débattus? Sur la mesure, sur la manière de faire les projections, sur dans le grand public, dans le grand public ou dans la communauté scientifique en fait, ou alors est-ce qu'il y a une unanimité dans la communauté scientifique ou non, sur les grands messages du rapport, il n'y a pas de débat. Après, dans l'opinion publique, en effet, même la responsabilité de l'homme est encore remise en cause par certains, notamment parce que c'est quelque chose d'assez insupportable psychologiquement de se dire qu'on est responsable de ce bazar. Donc faut pas en vouloir aux climato-sceptiques, c'est une réaction presque physiologique, le déni, c'est médicalement on sait ce que c'est, d'un point de vue neurologique on sait comment ça se passe, et c'est une réaction normale de survie. Oui, les climato-sceptiques, il y en a quelques-uns qui sont payés par les grands pétroliers aux États-Unis, c'est possible, mais en France, c'est pas le cas. C'était pas le cas de Claude Allègre, par exemple. À mon avis. Il y en a encore beaucoup en France de climato-sceptiques. Non, il y en a de moins en moins, évidemment, mais il y en a encore, et c'est une réaction qui est qu'il faut prendre comme c'est psychologiquement trop dur de se dire qu'on est responsable de tout ça, et donc on veut pas regarder ça en face. On croit la première personne qui nous dit quelque chose qui nous rassure. Et c'est très puissant d'avoir envie de croire quelqu'un qu'on aime bien ou quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous plaît. Voilà, donc par contre, autant il faut pas en vouloir aux climato-sceptiques d'être climato-sceptiques, autant il faut pas lâcher l'affaire. La science a progressé sur ces sujets, il y a plus de doute, maintenant il faut faire la pédagogie qu'il faut. Mais d'un point de vue gouvernance du monde et gestion de cette crise, il faut vraiment pas lâcher l'affaire et pas revenir en arrière sur ce qu'on a compris. Le GIEC a été monté pour ça, et donc faut écouter ce qu'ils disent. Ok, donc on admet les conclusions. Maintenant, en termes d'impact, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui est dit ou ce que tu comprends, ce qui est dit par le GIEC et ce qui est dit par d'autres personnes qui sont pas forcément dans le GIEC? Est-ce qu'il y a déjà une clarté des impacts potentiels dans ces scénarios qui est développé? Tu disais que c'était un peu le cas, mais qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pareil par exemple, si on reste sur du 2, ou je crois qu'on est plutôt sur du 3 degrés maintenant sur les projections il y a des projections, il n'y a pas de prévision, hein. Les projections, c'est des scénarios, comme leur nom l'indique, on ne sait pas si ça se passera, comme quand on fait le scénario d'un film. Il y a des études d'impact quand même, il y a des gens qui s'amusent un peu à ça, non? Il y a des études d'impact, oui, les études d'impact, c'est on utilise ça surtout sur des projets précis, mais dans tous les cas, on part d'hypothèses. Donc les scénarios qu'on a sont toujours en ce moment les 4 scénarios du GIEC, plus ou moins haut, et puis on suit une trajectoire. C'est vrai que pour l'instant, on est plutôt sur la trajectoire des scénarios du haut, les scénarios qui nous amènent vers 3 ou 4 degrés, plutôt sur 4 degrés à vrai dire en termes de trajectoire, en termes d'objectifs. 3 degrés c'est 4 degrés global. Oui, global en 2100. Quand on parle de ces températures, en général on sous-entend en 2100. C'est un peu la convention pour parler du changement climatique. Et quand on parle de 3 degrés, c'est la trajectoire sur laquelle on est si on respecte les accords de Paris. Sachant qu'il y a un phénomène qui est que tout ce qu'on rejette maintenant aura un impact
sur le climat dans plusieurs dizaines d'années. Ça me permet de répondre à la question d'avant où j'ai pas bien répondu, mais ça fait partie des choses qui sont pas bien comprises justement. C'est ce décalage entre nos émissions et les conséquences sur le climat. En effet, il y a une quarantaine d'années d'écart entre les deux. Donc là, même si on arrête tout, de toute façon, il se peut que dans 40 ans... Il y a un impact, la température continue d'augmenter à cause de l'inertie du système. Donc il y a ça c'est quelque chose qui est mal connu. Il faut le dire parce que c'est la réalité, mais simplement, il faut aussi être conscient que quand on dit ça, ça a un côté un peu démotivant, parce qu'on se dit, à notre échelle, nous, on va juste se défoncer pour les générations d'après. Ça peut être une motivation quand même, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est très difficile de se projeter dans des temps aussi longs, mais c'est la réalité. Hein. D'ailleurs, dans le rapport du GIEC, on le voit bien, parce que le rapport qui parle de l'adaptation et des conséquences, c'est un rapport pour lequel ce qui se passe entre maintenant et 2050 ne dépend pas du scénario, mais ce qui se passe au-delà de 2050 on va quand même séparer les scénarios hauts des scénarios bas. Voilà, donc dans ce rapport qui parle des conséquences du changement climatique à long terme, dans les phases où on anticipe, on évoque les conséquences avant 2050, elles ne sont pas tellement dépendantes du scénario, puisque de toute façon c'est déjà écrit. Ce qui se passe entre maintenant et 2050 est déjà écrit. Et par contre, quand on fait des projections à plus long terme des conséquences du climat, eh bien là, on va regarder en fonction de si on est dans un scénario haut ou scénario bas, parce que ce ne sera pas les mêmes conséquences. C'est hyper intéressant en fait. Je pense qu'effectivement c'est assez mal compris, parce qu'on a l'impression que les actions qui vont être mises en place sur les 10 prochaines années vont avoir un impact positif immédiat sur une génération. Ça aura un impact immédiat sur les émissions de CO2. Sur les émissions, au moins ça, on pourra le vérifier, on pourra le mesurer. Ça, c'est important. En fait, les dés sont déjà jetés sur les 30 prochaines années. Sur ce qui va se passer en termes de changement climatique. Au niveau des conséquences sur le climat, oui. Non, par contre, on peut pas dire qu'on verra rien, parce qu'on verra quand même l'indicateur premier qui est les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, on va pouvoir les mesurer. Donc ça, c'est quand même, ce sera une grande victoire. Le jour où on verra les émissions baisser sur du long terme, sur plusieurs années de suite, là, ce sera une grande victoire. Et puis le jour où on verra la concentration en CO2 se stabiliser, là aussi, ce sera une grande victoire. Mais on n'y est pas du tout. On a beaucoup parlé autour de la COP21, en France, j'imagine qu'on a entendu beaucoup parler, mais c'était quelque chose qui était médiatisé. Concrètement, comment ça a été reçu en fait par la communauté? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont enthousiasmés, que ça a été vécu par beaucoup, en tout cas médiatiquement, comme un succès, même s'il n'y a pas de choses contraignantes. Comment ça a été vécu par l'intérieur par la communauté scientifique de l'intérieur? Je pense qu'il y a globalement une lucidité sur le fait qu'il faut regarder le verre à moitié plein de cette COP. On peut évidemment se lamenter que ce soit pas suffisant, mais il y a des engagements qui ont été pris c'était pas gagné d'avance du tout. C'est quand même très très difficile de mettre autant de pays d'accord autour de la table sur des objectifs comme ça. Le boulot qu'a fait l'équipe de Fabius sur le sujet a été un boulot incroyable. Ils ont bossé pendant 2 ans, plus de 2 ans même, à faire le tour du monde, à rencontrer les chefs d'État un par un pour les convaincre, à avoir tout le monde autour de la table, y compris les pays du GIEC 77 qui sont donc les pays les plus pauvres de la planète. Et il y a eu des difficultés jusqu'au tout dernier moment, 5 minutes avant que Fabius remonte sur l'estrade pour annoncer que l'accord était conclu. Il était encore en train de discuter avec la négociatrice de l'Afrique du Sud, qui était la présidente du G77, qui était quand même très très froissée d'avoir vu une première version du texte où on avait une formulation sur il y avait un problème de vocabulaire entre shall et should dans une phrase qui voulait dire que c'était en gros contraignant ou pas contraignant. Voilà. Si on gardait la phrase avec un shall, c'était contraignant, ça voulait dire que ça passait devant le Congrès américain qui aurait jamais accepté. Si on laissait should, c'était considéré par les constitutionnalistes américains comme non contraignant, et par conséquent Obama pouvait faire un décret présidentiel. Et donc c'était impératif, tout le monde savait pertinemment que si c'était pas Obama qui signait, ça passait pas. Donc
ça servait à quoi de faire un accord qui de toute façon n'aurait pas été ratifié par les Américains. Donc on a eu un problème de traduction en fait d'une version entre l'anglais et le français qui s'est pointé comme ça dans le texte au petit matin et puis qui a été corrigé par la suite. Il a fallu rassurer tout le monde que non, c'est pas les États-Unis qui nous ont tordu le bras, c'était vraiment une erreur de traduction. Parce que je me suis même longtemps posé la question et j'ai eu la réponse par des gens qui étaient au cœur des négos pour me dire non, en effet, il y avait vraiment cette histoire de traduction et donc rien n'était gagné et ils ont réussi à vraiment à tour de bras avec ces accords et maintenant il faut surtout pas lâcher l'affaire. Du coup, qu'est-ce qui fait concrètement en fait d'une manière générale et notamment depuis cette COP21, est-ce qu'il y a les choses ont changé, il y a des choses qui se mettent en place, ou alors on continue d'émettre toujours plus. Alors on continue d'émettre toujours plus, ça c'est la mauvaise nouvelle. Oui, les émissions n'ont pas baissé. Alors il y a des batailles sur les stats, parce qu'à un moment donné la Chine avait des émissions fortement en baisse, mais avec le doute qui plane sur leurs statistiques, je pense qu'il faudra attendre quelques années pour savoir si c'est réel. Mais donc concrètement, maintenant c'est chaque pays dans son coin qui doit travailler. Les négociations continuent sur des points techniques. Il y a un gros round de négociations maintenant qui est enclenché sur comment on met ça en œuvre. Mais le sujet est surtout un sujet pays par pays chaque pays doit mettre en place son plan climat ou continuer ou affiner son plan climat. Et là, on voit qu'on rentre dans le dur, quoi. Il y a des pays qui arrivent à diminuer. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien assez étroit entre croissance économique, croissance du PIB et consommation de l'énergie et du coup, selon la c'est là le cœur du sujet. Oui, en effet, le découplage, c'est-à-dire continuer de faire du PIB en faisant moins de CO2, le découplage est quelque chose de très 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 difficile à faire. Il y en a qui arrivent ou? Alors les Chinois, ils découplent un petit peu, mais un vrai découplage, ça voudrait dire qu'ils ont réussi à baisser leurs émissions pendant que le PIB augmente. Donc ça, c'est pas encore le cas. Il y a un découplage partiel, c'est-à-dire que le PIB augmente plus vite que les émissions. Voilà. Donc en Chine, il y a un vrai découplage. En tout cas, d'après derrière un découplage, il peut y avoir une externalisation de la pollution vers d'autres pays. C'est pour ça que nous, on a fait un découplage en Europe, puisqu'on a exporté nos émissions en Chine, puisque maintenant c'est eux qui manufacturent nos produits. Mais en effet, qu'est-ce qu'il y a derrière l'économie? Derrière l'économie, il y a des services rendus et des produits qui sont fabriqués, donc il y a de la matière qui est transformée, donc il y a de l'énergie qui est en œuvre. L'énergie, aujourd'hui, elle est encore à plus de 80% fossile, et donc on fait difficilement de l'énergie sans faire du CO2. Alors après, découpler déjà l'économie de l'énergie en œuvre, c'est déjà compliqué. Et puis ensuite, découpler l'énergie du CO2, ça veut dire décarboner l'énergie. Ça aussi c'est très difficile, ça avance très lentement. Pour l'instant on est encore beaucoup au charbon, au gaz, au pétrole et même si on développe très vite certaines énergies renouvelables, elles restent très 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 minoritaires. On a combien en part à peu près d'énergie renouvelable? Alors en fait, les énergies renouvelables qui pèsent vraiment, c'est la biomasse et l'hydroélectricité. Alors ça fait partie des choses qui sont mal comprises en effet par les gens publics. Ils sont déjà en place pour l'essentiel. Oui, parce qu'elles sont déjà en place. Alors le bois, c'est tout simplement dans certains pays le bois qu'on va ramasser dans la forêt pour se chauffer. Donc ça, c'est bien de l'énergie. C'est considéré comme du renouvelable, le bois? Si les forêts sont bien gérées, c'est renouvelable. Et puis si on en coupe trop, ça devient de la déforestation. Et en effet, là, on considère que ça émet du CO2. Ensuite, il y a l'hydro, qui est pas nouveau en effet. En France, les grands projets d'hydro, ils datent du début du siècle, et puis on n'en fait pas du tout les grands titres. Et du coup, l'opinion publique a l'impression que les énergies renouvelables majeures sont l'éolien et le photovoltaïque, qui représentent encore une part infime du total. Je suis même pas sûr qu'on ait dépassé le % sur ces énergies. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais enfin, ça reste de l'ordre de 1 ou quelques %. Mais ça reste très faible, c'est en fort développement, c'est là qu'il y a de l'activité économique qui se crée, donc c'est de ça qu'on parle, mais ça reste très petit, et on a tendance à regarder, alors quelquefois, ça fait plaisir de regarder le verre à moitié plein, et on dit que ça a progressé de plus de 50% sur une année. Enfin, c'est vrai qu'il y a des chiffres sur certaines énergies, et des chiffres qui sont assez impressionnants, mais on part de rien, donc... J'ai en tête que même si on va au taquet sur le renouvelable et qu'on développe à fond, ça restera une part infime de nos besoins énergétiques. En effet, alors si on se dit sérieusement qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le climat, la première réponse, elle est certainement pas on va développer les énergies bas carbone. C'est évidemment quelque chose qu'il faut faire, mais
si on met notre énergie là-dedans, tous nos efforts là-dedans, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est découpler cette économie de l'énergie consommée. Et puis, c'est surtout également, à un moment donné, on peut pas faire autrement que de peut-être baisser le PIB. En fait, j'en sais rien, mais il faut revoir de fond en comble le système économique, arrêter de produire des choses qui ont peu de valeur ajoutée, qui servent pas à grand-chose, et réduire l'économie à tout ce en quoi elle produit vraiment de la valeur ajoutée. Et je pense que c'est vraiment pas la totalité de l'économie. Ensuite, il faut produire avec une énergie bas carbone, réduire l'énergie qu'on consomme pour produire, la décarboner, et quand on en est là, en effet, il va falloir développer le renouvelable, mais il y a tellement de choses à faire avant. J'ai en tête, moi, cette équation, alors je sais pas si elle est juste, mais avec d'un côté l'optimisation en fait énergétique, avec la manière dont on produit pour qu'il y ait moins justement de CO2 qui soit rejeté, et de l'autre les économies d'énergie. Et face à ça, il y a la croissance et l'augmentation de la population. Et les deux combinés, en fait, ça donne du coup quel est l'impact finalement total qu'on va avoir. Réalistiquement, en fait, est-ce que c'est possible? Moi, c'est une question que je me pose beaucoup justement quand je vois ça. C'est-à-dire, d'un côté, on sait que la population va continuer d'augmenter, on sait qu'a priori il va y avoir de la croissance, que les pays émergents vont vouloir, je dis n'importe quoi, vont vouloir tous avoir des voitures, enfin vont vouloir le même niveau de vie que ce qu'on peut avoir en Occident. Est-ce que ça compense? Est-ce que ce qu'on va arriver à faire sur les économies d'énergie et sur les énergies propres compense? Est-ce qu'il y a des scénarios où ça marche en fait? Les scénarios, oui, un scénario, on peut lui faire dire ce qu'on veut, donc on peut mettre tous les chiffres qu'on veut. Non, mais dans ceux qui sont un peu officiels, est-ce qu'il y a un scénario qui existe où on arrive Ils ont beau être officiels, on y croit ou on n'y croit pas. Hein. C'est toujours. Toi, du coup, t'en dis quoi en fait de ça, les scénarios qui sont émis par le GIEC et qui permettent de ne pas dépasser les 2 degrés sont des scénarios extrêmement optimistes sur le découplage, qui n'ont pas été faits par des scientifiques, par les mêmes scientifiques que ceux qui ont travaillé dans le groupe numéro 1 du GIEC, hein, sur la compréhension scientifique du phénomène du changement climatique. Ça a été rédigé par des chercheurs qui sont plus en économie qu'en sciences dures ou en physique. Et je pense qu'ils font une erreur assez fondamentale sur le rôle de l'énergie dans l'économie. C'est-à-dire qu'ils imaginent que c'est facile de découpler, et ils sous-estiment l'importance de l'énergie comme facteur de production dans le système économique. Et ça leur fait faire des erreurs assez majeures en fait sur les scénarios. Et donc on a des scénarios qui en effet qui permettent de passer de pas dépasser les 2 degrés et de respecter le scénario RCP 2,6. Mais de façon, enfin voilà, sur la base d'hypothèses qui ne marchent pas, et en réalité ce sera beaucoup plus dur que ce qu'ils anticipent. Donc cet objectif de 2 degrés, il est à 2100. Est-ce qu'on a déjà une idée, du coup, puisque c'est déjà un peu écrit, à combien on sera en 2050 par rapport à ce qui a déjà été émis? Ben, les scénarios du bas, ceux qui permettent de sauver le climat, sont à des niveaux d'émissions en 2050 de l'ordre de la moitié d'aujourd'hui, donc c'est même pas d'ailleurs. Plutôt le tiers, voire le quart de la production aujourd'hui de gaz à effet de serre. Ouais, plutôt entre le quart et le tiers. D'ici 2050, donc c'est quand même dans pas si longtemps que ça, dans 30 ans, voilà, en 30 ans, divisé par 3 ou 4 en 30 ans, sachant que pour l'instant c'est encore en train d'augmenter, c'est ça, là ça donne un peu le vertige. Hein. Les scénarios du GIEC sont des scénarios dans lesquels il y a de la croissance, hein. Tous. Il y a au moins 1,4% de croissance. Comment on peut y croire? Déjà, comment on peut affirmer qu'il y aura de la croissance? Les économistes ont l'habitude de mettre la croissance comme une donnée exogène de leur modèle, c'est-à-dire venue de l'extérieur, c'est une convention. Donc je pense qu'ils n'en savent rien. Et puis après, donc avec des croissances comme ça, le découplage est forcément un découplage qui est incroyable. Et ben je sais pas comment on fait en fait. Je sais pas comment on fait un tel découplage. Les solutions dont on entend parler, que ce soit renouvelable, que ce soit, je sais pas, une nouvelle manière de faire l'agriculture, ou éventuellement des nouvelles technos qui apparaissent et qui peuvent permettre de faire des choses. Toi, ta vision des choses, c'est que ça marche pas. C'est que ça reste à la marge. C'est un peu tant que nous si nous on fait ça sur notre territoire et qu'on arrive, déjà on a du mal à le faire sur notre territoire, mais si on arrive à le faire, en gros,
D'autres pays le font pas, d'autres pays sont en croissance. Alors en effet, on a toujours le problème que nous on peut faire notre part, mais si les autres font pas la leur, on va pas y arriver. Mais ça c'est bien pour ça qu'on a fait les négociations internationales, pour que chacun reparte en disant moi je fais ma part et je me préoccupe pas de savoir si mes petits copains le font. Enfin si, je m'en préoccupe, mais on se donne rendez-vous tous les ans pour vérifier. Mais entre les deux, je bosse chez moi, dans mon pays, sur mon plan climat. Ouais, il y a toujours cette difficulté que les autres feront pas forcément leur part. Maintenant, faire sa part, parce qu'il y a une croissance de la population ou une croissance. Ouais, mais les objectifs, ils sont globaux. Hein. C'est pas un objectif par tête de pipe. C'est un objectif global d'émissions par pays. Donc c'est à eux de réfléchir à s'adapter à l'augmentation de population. Qu'est-ce qui bloque du coup ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait le changement ne se fait pas ? C'est quoi ? C'est le système qui veut ça, c'est un manque de volonté politique, c'est qu'on n'a pas la techno finalement, c'est que... Alors, bon là on arrive dans le dur. Ouais, on y arrive, je voulais juste faire un constat un peu... on arrive dans le dur, en effet on n'y arrive pas. Alors, pourquoi ? Bon, moi j'ai vécu dans mes tripes de faire du lobbying sur le climat et de voir à quel point c'est difficile et à quel point on a du mal à faire bouger les choses. J'ai vécu aussi dans mes tripes de discuter avec mon entourage des questions de climat et de voir à quel point ça peut être anxiogène pour tout le monde et on passe pas forcément à l'action et c'est quand même pas simple du tout de changer son propre rythme de vie à soi pour avoir un impact positif. Et puis, alors j'ai lu un livre de François Rodier qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution, qui réunit en fait des intuitions scientifiques ou des thèses des théories qui ont été déjà évoquées avant lui, hein, mais qui sont très intéressantes. Il propose un troisième principe de thermodynamique qui dit que tout système organisé, complexe, a tendance à maximiser le flux d'énergie qui le traverse. On est dans la thermodynamique non statique, thermodynamique dynamique, hors équilibre. C'est un peu technique tout ce que je vais raconter, mais en gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça s'applique, c'est un principe qui peut s'appliquer à plein de systèmes, que ce soit une casserole d'eau qui bout ou une galaxie ou une fourmilière. Et quand on l'applique au système économique mondial, ça veut dire qu'on va juste continuer d'accélérer parce on est programmé pour ça, d'un point de vue thermodynamique. On est programmé pour toujours... Le système est programmé comme ça ? Chacun, on va chercher à optimiser notre... Si on traduit ce principe de thermodynamique au niveau individuel, ça veut dire qu'on va essayer de maximiser notre bien-être. Ça veut dire qu'appliquer à une entreprise, ça veut dire qu'elle va maximiser son profit. Bah, ça tombe bien, elle est faite pour. C'est même dans ses statuts. C'est même dans le code c'est même dans la loi. Si ensuite on prend ça pour une société globale ou une économie globale, elle va chercher à croître, voilà, et jusqu'à épuiser ses ressources. Si on regarde la façon dont se comporte une population de n'importe quelle espèce sur Terre qui a la possibilité de s'étendre, de se développer, elle le fait. En fait, c'est assez rare qu'elle ait un mécanisme d'autorégulation. En elle, hein, en tout cas, il y a en général la régulation, elle vient du reste de la nature. Et donc appliqué à l'espèce humaine, c'est une règle du vivant presque. C'est un peu une règle du vivant, ouais, c'est ça. C'est une règle du vivant qui fait que n'importe quelle espèce va avoir tendance à se développer. Nous, on se développe à une vitesse qui est incroyable parce qu'on a développé des technologies beaucoup plus sophistiquées que les autres animaux. Et donc on a ça en nous. C'est quasiment dans nos gènes que de vouloir, au niveau individuel, hein, se développer, préserver sa sécurité, préserver son confort, etc. À part que si on fait la somme de cette inclinaison individuelle au niveau de la société, ça fait qu'on va croître, quoi. On va croître en termes d'économie. Et la conséquence aussi, c'est qu'on va consommer de plus en plus d'énergie et utiliser de plus en plus de ressources. Voilà. Donc, on aura beaucoup de mal à lutter contre ça. Ça veut dire vraiment lutter contre ce que nous sommes, contre notre nature. Les gens qui en sont à ce niveau de réflexion que je rencontre autour de moi et qui en sont un peu à ce niveau de réflexion ont un peu senti ça dans leur trip, c'est-à-dire que à un moment donné, vouloir baisser son empreinte écologique de façon compatible avec la planète, ça va à l'encontre de nos aspirations naturelles, hein, vraiment. Et ça peut être douloureux. Tu penses que c'est nos aspirations naturelles ou que c'est un modèle dans lequel on a été éduqué ? Bon, il y a aussi un modèle dans lequel on a été éduqué qui n'a pas facilité les choses parce que il y a beaucoup de nos besoins qui sont artificiels.
Il n'y a pas de sociétés un peu plus frugales qui ont pu exister? Ah bah si, il y a des sociétés beaucoup plus frugales qui ont existé, et j'espère qu'on va pas, ceux qui existent encore sur Terre et qui ont eux des chances de survivre à ce qui peut se passer à l'avenir, j'espère qu'on va pas trop s'attaquer au peu de ressources qui leur restent et qu'on va pas trop casser le climat dans lequel ils évoluent, parce que c'est peut-être eux les futurs survivants de l'humanité. C'est intéressant, ça m'intéresse aussi de voir comment tu en es arrivé à cette réflexion, parce que j'imagine que au sein du Shift Project, tu as beaucoup parlé du climat, tu as beaucoup parlé des solutions qui existaient, à essayer de travailler sur ces solutions. C'est quoi, tu t'avais déjà cette vision des choses, ou c'est venu progressivement? Non, c'est venu progressivement. Je suis rentré au Shift avec l'envie de bouger les choses, d'agir, d'être dans l'action. Il faut faire quelque chose, il faut développer le durable, etc. Je suis toujours dans cette optique-là. Hein. Il y a pas ça, j'ai pas abandonné. Hein. C'est juste que autant j'ai pas abandonné, autant j'ai du mal à croire que le reste de mes concitoyens seront capables d'adhérer jusqu'au bout à ce qu'il faut faire pour vraiment. Donc tu continues de la planète. Donc je suis parti du Shift il y a 1 an et demi, et donc j'ai continué à réfléchir sur ce sujet, notamment. Alors je m'intéresse à la permaculture, donc c'est pas anodin, parce que la permaculture, c'est à la fois on veut réduire notre empreinte, mais on veut aussi s'adapter à ce qui peut arriver à l'avenir, notamment s'adapter au changement climatique qui est déjà enclenché. J'ai lu le livre de Pablo Servigne qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui m'a fait un peu un déclencheur aussi, et j'ai eu l'impression de voir écrit des choses que je pensais pour pas mal de gens déjà, ouais, pour beaucoup de monde, je crois que ça a fait ça, des choses que je pensais déjà depuis longtemps, et ça a été bien de cristalliser ça dans un écrit. Du coup, ta réponse, c'est de revenir à la Terre. Revenir à la Terre, c'est une bonne façon, ça a plein de vertus. Alors déjà, tout à l'heure, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des différents secteurs économiques, les énergies renouvelables, les façons de produire autrement en agriculture, etc. Alors, sur l'ensemble de l'économie, il y a des choses très difficiles à faire. Par contre, sur l'agriculture, on sait qu'on peut, et assez facilement, à condition, évidemment, parce que c'est jamais gratuit, à condition d'accepter quelques changements. Donc le gros des émissions, une bonne partie des émissions de l'agriculture, c'est lié à la viande qu'on consomme. Et à plein de niveaux, c'est pas que sur le climat d'ailleurs, hein, sur la gestion de l'eau, c'est pareil. Donc quand on mange un steak, il y a un impact eau démesuré qui est lié à ça. Pour 1 kilo de viande, c'est 1500 litres d'eau consommés quelque part dans le monde. Donc c'est bien beau d'éteindre l'eau du robinet quand on se lave les dents, mais bon, si c'est pour se faire un steak juste après, c'est un peu dérisoire les 3 litres qu'on a économisés. Sur l'agriculture, si pour peu qu'on fasse l'effort, on peut baisser notre empreinte énormément, parce qu'on va consommer plus local, ça c'est facile à comprendre, parce qu'on va manger moins de viande. Donc la viande, c'est à la fois le méthane qui est émis par les ruminants, c'est également toute la production agricole qu'il a fallu faire pour nourrir ces animaux. Parce qu'on on fait manger aux vaches des céréales alors qu'elles sont herbivores. Bon, c'est chercher l'erreur. Et ces céréales, c'est des tourteaux de soja qu'on a fait pousser en Amérique du Sud après un grand coup de déforestation de l'Amazonie. Donc on a émis du CO2 parce qu'on a brûlé ou coupé des arbres pour faire de la place. Au passage, on a niqué l'humus au bout de quelques années en général, donc bien joué pour la survie de la planète, c'est sympa. Et puis derrière, on va faire de l'agriculture intensive avec du protoxyde d'azote parce qu'il y a des engrais, et voilà. Et donc en méthane, protoxyde d'azote, CO2, on a le trio gagnant. Et donc il y a un impact très important de certaines consommations dans nos aliments. Donc ça, on peut. Il s'agit pas d'arrêter la viande, hein, il s'agit de dire on est conscient de l'empreinte et du coup on en mange moins, et quand on en mange, c'est la fête. Voilà, un steak tous les mois, c'est la fête, et c'est cool. Donc le bœuf, l'agneau, le mouton. Et puis après il y a aussi le fait d'arrêter les intrants, d'arrêter d'utiliser des fertilisants artificiels qui sont fabriqués à partir de méthane et qui dégagent du protoxyde d'azote. Donc en fait, tout ce qu'il y a derrière l'agroécologie, le bio, sont des choses qui vont dans le bon sens pour limiter l'impact de l'agriculture sur le climat. Alors pourquoi c'est très utile de revenir à la terre, c'est aussi, je pense que aussi surtout revenir à la terre, ça a une vertu pédagogique très importante. C'est-à-dire que
on vit dans un monde qui nous éloigne de la terre-mère, de ce qui nous fait vivre. On ne sait plus ce que sont, comment poussent les légumes, on ne sait plus à quoi ressemble, et puis même l'extraction des minéraux pour fabriquer nos téléphones portables, on en est très 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 loin. Ça a lieu dans d'autres pays, on le voit pas. Voilà, si on devait y participer nous-mêmes avec nos petits bras, je pense qu'on réfléchirait autrement. Mais pour ce qui est de revenir à la Terre, oui, il y a un vrai impact, un vrai impact psychologique de se dire ah oui, ok, ça pousse comme ça, ça marche comme ça, avec le réel, voilà, de reconnexion avec le réel, ouais. alors qui est ça donne l'illusion qu'on peut se rapprocher de l'autonomie. L'autonomie, c'est quand même vachement compliqué, hein, parce que quand on parle d'un retour à la Terre, en général, on parle d'un petit potager pour se faire plaisir, on fait pousser des tomates et des salades, mais c'est pas ça qui amène le plus de calories, hein. On continuera d'avoir besoin de céréales avec des moissonneuses batteuses en général. Du coup, ton projet, c'est quoi aujourd'hui pour revenir à ça? Pour ce qui est d'un engagement, on va dire, éco-citoyen, aujourd'hui, j'ai plus envie de réfléchir à ce qui peut se passer dans le cas où ça se passe pas bien, puisque ça me semble assez inéluctable que ça va pas bien se passer. Alors, là, tu pars sur quelle échéance alors la question des échéances, c'est une des questions qui se posent justement, et j'ai pas de réponse à vrai dire. Tu te dis à un moment donné. Oui, alors c'est au minimum avant la fin du siècle, vu la tête des scénarios sur lesquels on se dirige avant la fin du siècle, il y a des choses très très graves qui se passent en termes de rendement agricole et du coup de migration des populations. Quand on voit la difficulté qu'on a eu à accueillir 10 000 migrants en France, alors que demain ce sera peut-être des millions. Dans quelques dizaines d'années, hein, mais enfin peut-être même pas des dizaines d'années d'ailleurs, hein, je sais pas, mais ça peut vite devenir des millions, donc on est totalement incapable de gérer ça. Donc l'échéance des événements et quand est-ce qu'ils peuvent se présenter, je sais pas, c'est une question importante, mais il faut aussi se poser la question, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et puis les choses graves qui peuvent arriver vont pas forcément venir à première vue du climat. On est aussi sous tension par rapport à l'approvisionnement énergétique. Le pétrole, on peut pas produire plus de pétrole que ce qu'on produit aujourd'hui, et dans pas longtemps, ça va commencer à décroître. Et il se pourrait que ça décroisse de 3% par an dans un avenir de quelques années, hein. C'est le rythme de déplétion des puits de pétrole. Pour l'instant, ils sont remplacés par ceux qu'on met en œuvre, qu'on met en production au fur et à mesure, mais ça peut décliner assez vite. Donc ça met quand même l'économie sous tension, ça crée des difficultés et ça empêche la croissance d'avoir lieu. Et le système est tellement basé sur la croissance que un manque de croissance peut le déstabiliser. Donc en fait, ce qu'on va voir arriver, c'est peut-être plus des crises d'ordre économique que d'ordre énergétique ou climatique. Et là, quelle forme ça peut prendre, j'en sais rien. On a juste vu qu'en 2008, la crise financière était assez majeure. La prochaine, parce qu'il n'est pas du tout exclu qu'il n'y en ait pas d'autres. La prochaine, quelle forme elle aura, quelle ampleur, est-ce que les États seront capables de sauver les banques cette fois-ci, est-ce que c'est pas les États qui feront faillite? Avant la problématique financière, finalement, tu vois pas mal de choses qui peuvent arriver et déstabiliser le système. Oui, voilà, le système est fragile et donc si on reprend les conclusions, par exemple, du Club de Rome qui a sorti son rapport en 72, les limites à la croissance. Ce rapport nous dit que quelque part au cours du 21e siècle, on va avoir une baisse de la production industrielle, une baisse de la production alimentaire et en conséquence de ça, une baisse de la population. Voilà. Concrètement, voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une baisse de la population? Ça veut dire que les gens meurent de faim, ça veut dire. Mais en fait, c'est ce qu'ils ont dit, c'est quelque chose de modélisé, de lisse, si tout va bien. C'est-à-dire que dans un modèle, on peut que décrire le monde tant qu'il marche comme il marche aujourd'hui, donc tout va bien. En réalité, il va pas se passer ça, je pense pas. Il va se passer des choses différentes. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir c'est quoi, guerre, famine, épidémie, le fameux... il peut se passer tout ça. Il peut se passer des famines dans certaines parties du monde et pas dans d'autres. Il peut se passer des migrations, du coup. Il peut se passer des déstabilisations sociales, économiques. Et les crises financières, pourquoi pas, puisque le système financier est pas du tout régulé. Il est très fragile, du coup. Il est hyper efficace, mais la contrepartie d'être efficace, c'est qu'en général, on n'est pas résilient. Mon intuition avec le système économique est très peu résilient et il peut se casser la figure facilement.
Donc la prochaine crise économique, si les États sont pas en mesure de sauver les banques et qu'ils font eux-mêmes faillite, si on a une perte de confiance dans les États, on commence à être dans une situation vraiment délicate pour gérer la crise. Et là, il peut se passer n'importe quoi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce qui peut se passer et ce qu'il faut faire pour introduire de la résilience à un maximum d'endroits. Donc tu pars de cette hypothèse qui est que on n'arrivera pas à résoudre le problème climatique et d'autres problèmes que tu viens d'évoquer, que donc il va y avoir potentiellement un effondrement de certaines structures ou des flux migratoires importants, etc. Et que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est anticiper ces choses-là, se poser des questions sur nos modèles de société, nos modèles de gouvernance, nos modèles économiques, nos modèles de survie, pourquoi pas. Et donc c'est ça les questions que tu creuses aujourd'hui. Ouais, voilà. Alors c'est surtout pas jeter l'éponge par rapport au climat, parce qu'il faut continuer de mettre en place des plans climat, de réduire notre empreinte, de continuer de convaincre tout le monde. Et en parallèle de ça, je suis assez convaincu qu'on n'arrivera pas au bon niveau d'engagement global. Donc pour anticiper, préparer. Pourquoi ? Parce que dans un monde qui part en vrille, ce qui me fait le plus peur, c'est de perdre mon humanité, en fait. C'est d'arriver à des situations de survie où, je sais pas moi, des gens sont obligés de tuer pour survivre, on en réduit d'autres en esclavage, j'ai pas envie de perdre ma liberté avant la fin de ma vie. Du coup, c'est quoi ton plan ? C'est faire la permaculture pour aller cultiver toi-même ton La propre permaculture, potager, c'est intéressant parce que ça répond à beaucoup de questions qui sont de cet ordre-là. Déjà, c'est des techniques qui concernent entre autres l'agriculture, donc on est sur les questions de survie pour ce qui est au moins de l'alimentation. Mais c'est bien plus large que ça. C'est également des modes de gouvernance, une façon d'être, une philosophie, une façon d'être avec les autres, la concertation, l'échange, l'empathie, et qui sont des outils, à mon avis, utiles pour que on soit capable de rester solidaire, y compris dans des conditions de crise assez difficiles. Donc oui, la permaculture répond à pas mal de points quand on se dit que le monde risque de moins bien marcher demain. Pour revenir un peu sur le climat d'une manière générale, tout ce qui est bioengineering, cette tendance un peu de la recherche à croire en fait, ou à chercher peut-être que des solutions technologiques existent pour résoudre les problèmes du climat. C'est quelque chose avec lequel tu es familier ou ? Oui, je connais le sujet, mais c'est très difficile d'avoir un avis là-dessus. Il y a il y a deux grandes familles de bioingénierie. Il y a celle qui consiste à enlever du CO2 de l'atmosphère, et ça c'est plutôt une bonne idée. Alors la meilleure chose, la chose la plus efficace pour ça, c'est d'utiliser la photosynthèse. Donc la nature fait ça très bien, elle capte du CO2 avec un très mauvais rendement, mais on s'en fout, elle fait ça toute seule, donc autant en profiter. Donc par exemple, on coupe des arbres, soit on les séquestre dans des charpentes et puis on les fait durer 200 ans avec un traitement contre les champignons et on a séquestré du carbone pour de vrai. Ou alors on coupe des arbres pour les brûler, pour faire de l'électricité au passage, tant qu'à faire, et de la chaleur pour pas perdre d'énergie. Et puis le CO2 qui est émis, on va le séquestrer dans le sous-sol. Voilà. Donc là, c'est la séquestration du carbone. Je pense qu'on devrait être capable techniquement d'y arriver, de faire ça de façon sécure, parce que, vu le niveau de technologie qu'on a, si on n'est pas capable de mettre du CO2 dans le sous-sol, mettre un bon bouchon pour que ça sorte pas, je serais vraiment étonné. Donc voilà, ça c'est une grande famille de scénarios de technologies dites de bio-ingénierie, enlever du CO2 de l'atmosphère. Après, il y en a d'autres qui consistent à jouer sur l'albédo, c'est-à-dire renvoyer de la lumière du soleil vers l'espace. Alors, on peut mettre des aérosols dans l'atmosphère, dans la stratosphère, là où ils vont rester quelques années. Bon, ça veut dire en gros lutter contre la pollution par la pollution. L'idée est pas géniale. En fait, c'est vraiment un double tranchant, parce que si on se met à faire ça, il faut comprendre qu'on est condamné à envoyer des avions dans la stratosphère régulièrement. C'est-à-dire que quand on met une certaine quantité d'aérosols pour jouer sur l'albédo, il faut dans la foulée que ça va contrer une partie des émissions qu'on a faites, mais à condition de maintenir cette concentration en aérosol. Donc si pour X raisons, à un moment donné, on n'est plus en mesure d'envoyer des avions dans la stratosphère et qu'on arrête, c'est reparti de plus belle et ça va faire mal. Ça, ce sont des choses qui sont étudiées de manière sérieuse aujourd'hui ? Oui, il y a des études là-dessus assez sérieuses. Après, il y a d'autres solutions qui consistent à envoyer des satellites dans l'espace, en orbite, avec des grands panneaux,
miroir en gros qui renvoie la lumière vers ailleurs, faire de l'ombre. En gros, ça fait de l'ombre, ça sera invisible à l'œil nu, mais ça fera de l'ombre sur la Terre. Bon, alors, l'intérêt c'est qu'au moins ils mettront beaucoup plus de temps à retomber que les aérosols. Mais ça te convainc pas, donc alors là je crois qu'il y a un peu moins d'études sur le sujet. Je suis pas vraiment convaincu. Alors sur la bioingénierie, en gros, peut-être qu'on va devoir y venir par la force des choses, mais faut pas se dire que c'est ça la solution, hein, surtout pas, parce que en gros les besoins en bioingénierie dépendent du niveau de CO2 auquel on est arrivé, et si on continue d'aller vers les scénarios du pire, les besoins en bioingénierie seront certainement trop important, et puis surtout la situation dans laquelle on se met de recourir à ça est très dangereuse, quoi. Voilà, donc peut-être qu'on en fera un peu sur le rayonnement solaire, peut-être qu'on en fera un peu dans quelques dizaines d'années, si vraiment dans un scénario un peu idéaliste où l'économie est encore en forme et on a fait tout ce qu'on a pu pour baisser le pays, enfin l'activité économique et l'énergie et le CO2. Mais j'ai beaucoup de mal à croire ça, et surtout c'est en plus, quoi, c'est en plus de tout le reste, et tout le reste il faut s'y mettre, c'est le plus important. Ok, on va conclure. Est-ce que t'as 2 bouquins à me recommander, un peut-être donc personnel et un autre peut-être plus lié à ce dont on vient de parler? Ouais, en fait deux qui ont un lien différent avec le sujet. Alors on a déjà parlé de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, donc Comment tout peut s'effondrer. C'était vraiment un déclencheur parce que là, je voyais écrit des choses que je pense depuis longtemps, et ça m'a fait du bien. Et puis surtout, ça a permis de libérer la parole de plein de gens qui pensent la même chose et qui aujourd'hui ont du coup un vocabulaire commun et se retrouvent, et c'est bien. Notamment parce que ces idées de se dire que ça peut se casser la figure peuvent être anxiogènes et psychologiquement difficiles. Donc c'est important d'en parler, de pas rester tout seul par rapport à ces sujets. Alors après, un livre que je suis en train de lire, mais là plus sur le climat lui-même, mais à des échelles beaucoup plus grandes. C'est un livre de Gilles Rammstein qui s'appelle Voyage à travers les climats de la Terre, et qui retrace l'histoire de la Terre depuis le tout début et des climats qu'elle a connus, et c'est passionnant. Alors surtout quand on s'intéresse au climat, de prendre un peu de recul comme ça et de voir ce que le climat a pu changer dans des proportions incroyables quand on est sur des grandes échelles. La Terre, notamment, a connu des périodes, a priori, a connu des périodes de boules de glace, c'est-à-dire qu'elle était complètement glacée. Il y a combien de temps, ça? Alors, c'était il y a plusieurs milliards d'années, il y a des périodes à 2 et quelques milliards d'années, des périodes plus récentes, il y a eu plusieurs phénomènes comme ça. Alors, on se dit, mais comment ça peut marcher? Parce que c'est vrai que si la Terre se refroidit beaucoup, elle devient toute blanche, et du coup, elle envoie tous les rayons du soleil vers l'espace, et elle est condamnée à rester comme ça, en fait. Et on aurait pu penser que si c'était arrivé, ce serait toujours le cas. Et en fait, quand elle est dans cette période de glace comme ça, les mécanismes qui enlèvent du CO2 de l'atmosphère ne fonctionnent plus. Donc c'est des phénomènes d'érosion des silicates qui sont un phénomène très très lent, hein, mais qui permet d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Sur du long terme, ces phénomènes ne fonctionnent plus, et du coup le petit peu de CO2 que les volcans envoient dans l'air suffit à réchauffer la planète. Alors ça veut dire que ça monte à des niveaux des concentrations en CO2 qui sont monstrueuses. C'est sur des millions d'années évidemment, mais donc ça permet à un moment donné d'avoir assez de CO2 dans l'atmosphère pour réchauffer avec l'effet de serre la Terre, et puis du coup ça se met à fondre, et puis il y a une débâcle incroyable sur quelques milliers d'années où toute la surface fond, et puis le CO2 continue d'augmenter parce que ça se réchauffe, et ça parle aussi des périodes que l'homme a connues. Alors ça va du début de la Terre jusqu'à la période actuelle, y compris le réchauffement d'origine anthropique, et c'est vraiment passionnant. On va dire que c'est passionnant pour des gens qui s'intéressent déjà bien au climat. C'est quand même je trouve assez pointu, et avant de lire ça, je pense que des ouvrages de vulgarisation sur le changement climatique actuel sont plus appropriés, mais c'est vachement, moi j'ai beaucoup aimé. Ok, voilà. Super, merci beaucoup Cédric. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.